Bonjour à tous. Suite des épisodes, donc troisième épisode. Je refais une petite intro, vous pourrez la passer pour ceux qui ont déjà vu les deux premiers. Pour faire simple, les 12 dernières années de ma vie ont été fortes, riches en expérience, en leçons, en vécu, voilà. Et j'ai eu envie, et j'ai toujours envie, de faire profiter ceux qui ont envie de l'entendre de ce que j'ai appris de ces 12 dernières années. Toujours, encore une fois, et je le répète parce que je pense que c'est important, s'il y a des leçons dans ce que... S'il y a des leçons à prendre dans ce que je raconte, c'est à vous de voir. Pour moi, il y en a, sinon je ne ferai pas ces vidéos. Mais libre à vous de trouver qu'elles ne vous parlent pas, et donc il n'y en a pas pour vous, et c'est absolument ok. Ou que peut-être il y en a certaines que j'ai même pas imaginées d'ailleurs, et dont je n'ai pas conscience. Grosso modo, prenez, je vous invite à prendre ce que je dis comme étant un exemple au sens, voilà, si je dis le sol, par exemple le sable, ça ne veut pas dire que tous les sols sont du sable, c'est un exemple. Voilà, donc prenez ça comme un exemple et non pas comme une exemplarité. Et puis à vous de créer vos propres exemples en vous appuyant en partie sur ce que je dis ou pas. Voilà, si ça vous parle pas la peine de regarder ces vidéos. Et si ça vous parle, tant mieux, ça veut dire qu'elles servent à quelque chose. Troisième épisode, donc premier épisode c'était qui j'étais en 2007, il y a 12 ans puisque nous sommes en 2019. Au niveau perso, pro et activité de hobby, on va dire ça comme ça. Deuxième épisode, c'était qu'est-ce qui s'est passé en 2007, qui a initié ces 12 ans de changement, d'expérience, de vécu fort, puissant, etc. Et j'ai commencé déjà à donner des éléments qui étaient forts et puissants, puisque donc j'ai suivi 2 formations qui, pour faire simple, m'ont changé la vie. J'étais seul depuis des années, je me suis mis en couple avec Ayuko, qui est maintenant ma femme. Enfin, nous sommes mariés en tout cas, et nous avons un enfant. J'ai fait mon premier concert, même si c'était que 5 minutes, de Wadaiko, le tambour japonais, fin de décembre 2007, et j'ai embauché ma première salariée en décembre 2007. En fait, tout était en décembre 2007. Pour rappel, j'étais freelance, webmaster et formateur dans tout ce qui est création assistée par ordinateur, que ce soit web, papier, mise en page et vidéo. Voilà, j'oublie rien. Non. Donc voilà, ça c'est 2007 et ces changements sont venus de plusieurs points. Un, une ouverture à 180 degrés sur 2 points qui faisaient partie de ma personnalité avant, à savoir une fermeture au monde et beaucoup de jugements sur le monde, la société et les gens en général. Et ça, j'ai fait un 180 degrés, c'est-à-dire que je suis passé d'une fermeture à une ouverture, à une découverte. Et j'avais l'impression, je me souviens, j'étais au supermarché 2 jours après être rentré de cette formation, j'avais l'impression d'être un nouveau-né, de regarder les gens pour la première fois, de regarder les choses pour la première fois. C'était très étonnant. Au lieu de les regarder avec elle est caissière, donc j'ai pas la peine que je lui parle, lui machin, etc. C'était j'ai un être humain en face de moi, t'es qui? Ça veut pas dire que j'ai tenu la discussion à la caissière, mais ça veut dire que mon regard avait changé. Voilà. Ça veut pas dire que dans les faits il y a eu d'accord, mais mon regard avait changé et les faits ont suivi au fur et à mesure. Il y a eu ça, et puis un 180 degrés avec mon père. Nous avions une relation très en surface avant cette formation, et après cette formation, j'ai proposé qu'on parle, il a accepté, et de là a démarré un très beau chemin de son côté, et de mon côté, ce chemin a continué. Il avait démarré 15 jours plus tôt, mais voilà. Et aujourd'hui, nous avons une magnifique relation, et j'ai un vrai papa, quoi, et c'est chouette. C'est quelque chose que je n'avais pas vécu en termes de sensations. Dans mon enfance et adolescence, j'avais un père évidemment, il était là, mais
Je l'appelais par son prénom par exemple, donc je l'appelais pas papa. C'est symptomatique, voilà, c'est juste l'expression. Même si ça me choquait pas, aujourd'hui ça me choque. Parce que le chemin était, une partie du chemin en tout cas a été fait, il y a peut-être toujours du chemin à faire, en tout cas voilà. Oui, petit point aussi, dans ces vidéos, je parle de choses personnelles, avec le minimum de voile, donc je m'expose, je dis les choses, je dis les prénoms des gens, parce que dans les belles comme dans les moins belles choses, tout est bon à prendre. Voilà, les moins belles choses sont pas là pour rien et elles nous amènent de belles choses à long terme. Donc autant voir les choses. Enfin, voilà, je pense que ça c'est une réalité, donc autant l'accepter et poser les choses comme ça. Il n'y a pas de honte à quoi que ce soit. À être qui on est, à faire ce qu'on fait. Après, mon sujet n'est pas de faire de mal à quiconque, hein, ni de blesser qui que ce soit. Mais mon sujet n'est pas non plus de cacher ou de rester dans le vague. Alors, troisième épisode, oui, ça a démarré depuis 6 minutes, je vais peut-être couper un peu. 2008, eh bien, j'ai enchaîné les concerts avec ma professeure, je sais pas, peut-être une dizaine de concerts, peut-être moins, peut-être un peu plus, je sais pas. Ayuko venait avec moi en concert, au bout de 2-3 mois on habitait ensemble. Moi je continue de me former avec Edelgoet et ses collègues. Ce qui faisait d'ailleurs peur un peu à Ayuko parce qu'elle me voyait changer. Et donc elle savait plus trop qui j'étais quand j'entrais d'une session de formation où j'étais tout content. Et elle se demandait si j'avais pas à lui échapper quelque part. Donc c'était pas évident pour elle. Et je le comprends. Et en même temps, moi je vivais des choses magnifiques. Et c'était vrai donc Wadaiko, voilà, des concerts. J'ai accompagné ma prof sur certains concerts aussi qui ont été mémorables pour moi. Elle a joué une fois pour l'ambassadeur du Japon qui avait organisé des démonstrations d'arts martiaux japonais. Et il y a un maître d'aïkido qui est venu, je crois celui qui à l'époque était en photo sur les dojos. Et moi j'étais en coulisses, j'ai pas joué ce jour-là, j'étais en coulisses juste pour aider, pour voir. J'étais curieux et j'étais pas là, bah non, moi si je joue pas, je viens pas. J'étais volontaire et j'étais là. Bien avant d'ailleurs de jouer avec ma prof. Je l'accompagnais sur des concerts, je la conduisais à certains concerts, etc. À Lyon par exemple. C'est comme ça que j'ai rencontré Fabien Canou d'ailleurs, qui fait du taiko depuis plus longtemps que moi en tout cas en France. 2004, 2005, je sais pas. En tout cas sur scène. Et je me souviens, voilà, ce monsieur, ce maître d'aïkido qui est passé et il y avait une aura, enfin je sais pas, il y a une sensation. Et quand ils ont fait avec ses élèves la démonstration sur la scène, c'était impressionnant d'instantanéité. Moi, ce qui m'a frappé, c'est ça que je cherchais aussi à l'époque, c'est développer l'instantanéité. Non pas quelque chose qui est réfléchi, prévu, pensé, cadré. Voilà, ça, tout le monde sait faire. Avec un peu de travail, on y arrive. Et beaucoup de démonstrations d'arts martiaux ce jour-là étaient cadrées, réfléchies, et les gestes prévus à l'avance, et les déplacements prévus à l'avance, etc. Et autant pour ce maître d'aïkido, j'ai eu l'impression que c'était vraiment l'instantanéité dont il était question, la présence à 100%, et on sentait qu'il avait un regard 360 degrés, une présence 360 degrés, et qu'il pouvait sentir le moindre geste de ses assaillants élèves. Ça m'a vraiment touché de voir cette démonstration et je n'aurais pas été là si je n'avais pas accompagné ma professeure au taiko. Donc message à tous les élèves de Wadaiko ou d'autres choses d'ailleurs. Ce qui compte, c'est pas forcément de taper ou de jouer ou de faire. Ce qui compte, c'est d'être là à 100%. Et ce jour-là, j'étais là à 100%, je jouais pas. J'ai aidé ma prof et donc j'ai pas fait grand-chose concrètement. Mais waouh, qu'est-ce que j'ai vécu! Quelle leçon j'ai appris ce jour-là en voyant ce maître dans cette présence, dans cet alignement que je n'avais jamais vu et que je n'ai jamais revu, d'accord. Je suis très content de m'être déplacé pour rien, disons certains, c'est-à-dire que je n'ai pas joué de Wadaiko, cette passion, voilà. Donc ça c'est un petit message. L'apprentissage n'est pas forcément
clairement pas que dans la pratique, et c'est vrai pour le Wadaiko comme pour toute autre chose, la cuisine ou tout ce que vous voulez. Et ça je le sais, c'est pas une idéologie, d'accord. Libre à vous de le refuser ou l'accepter, d'essayer, de ne pas essayer, en tout cas, moi je vous le dis. Donc 2008, année assez extraordinaire parce que j'ai augmenté mes prix en formation parce que je voulais me payer une formation plus approfondie avec Edel qui durait 3 ans, qui s'appelait le Master pour le développement d'un leadership éthique, et que ça coûtait cher et que je voulais me le payer. Et Edel m'a proposé de faire valoir mes compétences. Et donc auprès des centres de formation qui me faisaient déjà travailler en tant que freelance, d'accord, on n'avait pas de contrat, ils m'appelaient une semaine avant pour faire une formation ou 2 mois avant. Ils étaient libres de se passer de moi. J'ai positionné sur ma valeur, j'ai positionné sur la qualité de ce que je faisais et j'ai augmenté mes prix. Je suis passé de 200 à 300, puis 350, puis 400 la journée, euros. Et ainsi, j'ai pu travailler un peu moins et gagner plus, me payer cette formation avec Edel, continuer de me payer mes cours de taïko et vivre bien. Et j'ai même eu plus de temps. J'ai pu passer plus de temps pour le Wadaiko. Voilà, ça, j'aurais jamais fait ça si Edel m'avait pas accompagné, si voilà, augmenter ses prix auprès de clients tout puissants qui sont libres de choisir n'importe quel formateur sur la place de Paris. Voilà, c'est un pari réussi en l'occurrence. C'est le genre de paradigme, c'est-à-dire de cadre de référence qu'Edel permet de dépasser. Ce cadre qui est, si j'augmente, on va plus me demander, donc je garde le prix que j'ai, et comme ça mes clients restent avec moi, mais je vais essayer de travailler beaucoup plus et je vais être complètement claqué, et pour le coup, what else, quoi, à quoi ça sert? C'est travailler pour travailler, quoi, c'est plus travailler, enfin voilà. Et voilà. Donc, j'ai augmenté mes prix, j'ai pu gagner plus d'argent. Mes clients sont restés mes clients, au sens des centres de formation, parce que j'avais une valeur pédagogique, j'avais une qualité de présence, et donc ils ont continué à travailler avec moi malgré mes prix qui ont augmenté les années qui ont suivi. J'ai fait plein de concerts de taïko. Je me suis rapproché de ma professeure, rapproché au sens élève, hein, pas autre chose. Disons que on passait plus de temps hors cours pour des répétitions, pour des concerts, et moi j'apprenais. C'est-à-dire que pour moi l'apprentissage ne se bornait pas à la pratique de l'instrument, c'était tout. C'était le costume, c'était comment ça se passe, c'était comment on organise, c'était pour moi il y avait tout à apprendre. Voilà. Dans la mesure où j'ai pris cette professeure comme maître de vie, maître à penser, maître, voilà, sensei au sens profond du terme, quelle que soit la pratique, il y a leçon à prendre. Voilà. Mais c'était mon positionnement. Personne ne m'a obligé à ça, c'était mon choix, mais j'ai gagné. Alors j'ai gagné, ouais, j'ai gagné. C'est-à-dire que si j'avais pris le Wadaiko comme un simple loisir, où juste je viens taper, ça m'aurait pas intéressé de la suivre sur des concerts sans jouer. Tout l'aspect organisation, costume, ça m'aurait pas intéressé. Je connais un certain nombre de personnes qui avaient ce positionnement-là, et c'était leur liberté. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était leur liberté à l'époque, et ça, pour toute personne pour qui ce serait le cas aujourd'hui, c'est leur liberté. Juste forcément, on apprend en conséquence, en phase. La quantité d'apprentissage est proportionnelle à l'implication que l'on a dans la globalité de la pratique, et pas juste sur un aspect de la pratique. Voilà. Et jouer le taïko, c'est juste taper dessus, c'est juste un aspect de la pratique. Et je pense que pour l'aïkido, n'importe quelle pratique, faire la cuisine, tout ça, c'est pareil. Si on veut juste apprendre à cuisiner, mais on veut pas savoir ranger une cuisine, on veut pas savoir à quoi servent les couteaux, etc., dommage pour nous. Enfin, ça va être limite en autonomie. Voilà. Donc, avec Ayuko, on fait le choix de se marier. Et été 2008, je vais au Japon pour demander sa main à ses parents. Ils ont accepté. Et je reviens avec un Shimedaiko. Shimedaiko, c'est un taiko petit, tendu par des cordes,
qui peut être porté en mobilité, qui peut être posé sur un socle. Et ce Shime Daiko, c'est pas un instrument que j'avais prévu d'acheter. Je voulais acheter un gros, plus gros que celui que j'avais d'occasion. Ils n'en avaient pas et j'ai eu l'occasion d'écouter chez Miyamoto, le fabricant de mon premier taiko, et qui est toujours notre fabricant attitré, on va dire, pour nous. En tout cas, c'est celui qu'on a choisi pour l'instant. Un shime de kabuki. Kabuki, c'est une forme d'art un peu ancienne. Cherchez sur Google kabuki, s'il vous plaît. Et le son était magnifique, j'ai été touché par le son. Et donc, ils m'en ont fabriqué un sur mesure, sans les dorures et tout, qui doublait le prix, parce que c'est pas l'esthétique qui m'intéressait, c'était vraiment le son de cet instrument. Et je suis revenu avec cet instrument que j'avais jamais appris à jouer, qu'on n'apprenait pas en cours, et j'ai demandé à ma prof si elle voulait bien m'apprendre aussi cet instrument. Elle l'a fait, donc je prenais 2 cours par semaine, un pour le nagado, le gros, et un pour le shime daiko, le petit. Voilà. Voilà jusque là. Donc ça, c'est des années 2008, c'est une année magnifique, une année heureuse. 2007 et 2008 sont des années heureuses, des années magnifiques. L'impression après d'être dans une bulle ou voilà. Et en parallèle, voilà, fin de printemps 2008, je démarre le master pour mon leadership éthique avec Edel Goethe. J'ai réussi à trouver comment financer tout ça sans demander à papa, à maman ou qui que ce soit. Et c'est riche aussi parce que le sujet de cette formation, c'est en toute action, entreprise, que ce soit au niveau personnel, couple, enfant, association, client, fournisseur, patron, chef de service, peu importe, administré, voilà, peu importe le contexte dans lequel on se trouve. Quand on initie une action, on est leader de cette action, quelle qu'elle soit, que ce soit couper le pain ou que ce soit décider d'une chose pour sa ville ou pour son entreprise ou pour son pays. La différence est pareil, on initie quelque chose qui n'a pas été fait avant ou pour lequel on a des incertitudes, etc. Ou que personne n'a fait ou que personne ne veut faire, peu importe. C'est ça être leader, pour faire très très simple. Et éthique, eh ben, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il respecte la vie. Un leader qui respecte la vie, ça veut dire que ce qu'il va faire, il va le faire en respectant l'environnement, évidemment, puisque sans l'environnement, il n'y a pas de vie. L'humanité, l'être humain, dans son intégrité physique, mais aussi psychologique. Parce que mettre quelqu'un en prison pour le protéger de la faune animale, c'est très bien. Il va être protégé physiquement, mais psychologiquement, je suis pas sûr qu'au bout de 2-3 ans dans une cage, cet être humain est très bien. Il aura bien été protégé physiquement. Donc voilà, l'éthique, le respect de la vie va bien au-delà du physique. Ça va aussi beaucoup dans le psychologique. C'est-à-dire que si j'intimide mes fournisseurs, par exemple, et que j'initie un fonctionnement sur la peur, bon, est-ce que la peur et la vie, c'est compatible? Je sais pas. Alors oui, certains vont me dire, oui, parce qu'on a peur, alors on se sauve et on a la vie. Bah, il y a instinct de survie, c'est peut-être pas la même chose que la peur, voilà. Et on n'habite plus dans la savane. Donc, la peur comme instrument pour être respecté des autres, etc., je suis pas sûr que ça fasse du bien aux autres. Je suis même sûr que ça fait pas du bien aux autres, voilà, et ça, c'est pas éthique. En tout cas, ça ne respecte la vie, dans la mesure où on ne fait pas du bien aux autres, à soi-même et aux autres, ça ne respecte pas la vie. Et faire du bien, c'est quoi? C'est se sentir libre, se sentir en capacité de décision, de se projeter dans l'avenir, se sentir respecté, inclus, en sécurité physique et psychologique. Voilà, il y a 7 critères, je les ai plus tous en tête, mais j'en ai sorti quelques-uns quand même, qui font que si on regarde nos actions à l'aune de ces critères, tous ces critères, pas l'un de ces critères, d'accord? Encore une fois, il ne s'agit pas juste de respecter la sécurité physique des gens, parce qu'on peut casser les gens juste avec ça, parce qu'on n'aura pas respecté le reste, enfin valoriser le reste. Voilà, donc il s'agit de revoir nos modes de fonctionnement personnels dans un premier temps, et puis ensuite plus globaux, dans une vision de, non pas juste respect de la vie, mais déploiement de la vie. Comment faire pour que quand je projette des vacances avec ma famille, comment faire pour que quand
je lance un projet dans une assos, comment faire pour que quand je lance un truc dans ma ville, comment faire pour que quand je donne un ordre à mon subalterne en entreprise, ou quand je dis quelque chose à mon boss en entreprise, je le fasse d'une façon qui fasse grandir l'autre, moi et l'autre, qui nous fasse grandir, quel que soit le niveau. Voilà. Donc c'est ça la question. Et cette formation sur 3 ans permet d'aller creuser en soi pour toucher des moteurs inconscients. Et oui, si j'ai appris avec mes parents à fonctionner sur le mode de la peur, je ne sais pas faire autre chose. Voilà. Et j'en suis pas conscient. Donc, la première étape, c'est d'en prendre conscience, que je ne sais pas fonctionner autrement qu'en faisant peur pour avoir l'aval en face. Que ce soit de ma femme, de mon gamin, de mon salarié, de la personne à la caisse en face de moi. Et puis, une fois qu'on a pris conscience de ça, alors c'est juste un exemple, hein, c'est une histoire de peur, ça ne m'appartient d'ailleurs même pas. Je crois pas en tout cas. Sur la base de cette prise de conscience, voir, ok, est-ce que c'est ça que j'ai envie de créer avec les gens autour de moi, que je connais ou pas. Et si la réponse est non, j'ai envie de créer autre chose avec ces gens-là, eh bien, ok, je me mets en route, je me mets en marche. Voilà. Donc ça commence par ça, cette formation de 3 ans. Et ça commence aussi par un état des lieux de notre société et de la planète. Très factuel, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion dans tout ça. C'est juste dire, ok, comment va la planète, comment vont les écosystèmes, comment vont les hommes, quel est le niveau de stress dans les entreprises, de façon très objective. Il y a plein d'études qui sont faites tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, et qui disent le nombre de suicides dans l'entreprise, qui disent le nombre de maladies issues du monde professionnel, qui disent les problématiques de l'eau, des rivières, de la terre, de l'air, de la faune, de la biodiversité, etc. Et ça fait 40 ans qu'on a des données, voire même peut-être 60 ans qu'on a des infos sur tout ça, et certains sujets plus que d'autres. La faune, la flore et la biodiversité, ça fait très longtemps. Les suicides d'entreprise, ça fait pas 60 ans. Voilà. Il y en avait peut-être beaucoup moins il y a 60 ans. Mais tout ça, ce sont des données factuelles. Alors on peut toujours dire, ouais, mais non, mais c'est pas vrai, machin, ça. Bon, tu vois, ça existe. Voilà. Après qu'on mégote sur les chiffres, sur les valeurs des études, tout ça, en tout cas, il y a des choses qui existent. Et je pense que c'est important d'accepter de voir la réalité. Tant qu'on n'a pas accepté de voir la réalité des choses aujourd'hui, bon, on ne peut pas la changer, tout simplement. Donc voilà, ce parcours sur 3 ans, c'est ça. Faire le point, enfin voir en soi quels sont les moteurs qui sont préjudiciables pour nous, d'abord, et puis autour de nous. Faire le constat de la société dans laquelle on vit, de ses qualités et de ses défauts, enfin et de ses difficultés et de ce qu'elle crée sur l'environnement et sur les êtres humains. Et ensuite voir, ok, bon, qu'est-ce que j'ai envie profondément, au-delà de la modalité d'un métier particulier, qu'est-ce que j'ai envie de créer, à quoi j'ai envie de contribuer, quel est mon moteur, qu'est-ce qui me ferait vivre une joie intense, profonde, pas juste une joie de ouais je suis content j'ai gagné un Smarty, une joie intense, profonde, qu'est-ce que j'ai envie de voir sur cette terre, quoi. C'est pas évident d'y répondre. Une partie des personnes qui suivent cette formation, c'est trop loin, c'est trop difficile pour toucher cette réponse à ce moment-là. Peut-être ils la touchent quelques années plus tard et cette formation a été un moyen sur leur chemin. Pour ma part, j'ai pu le toucher. Voilà, j'ai cette chance d'avoir pu toucher, de reconnecter à ce rêve d'adolescence où, à l'époque, je le voyais au travers du design industriel. Mon sujet, c'est que j'avais envie de voir des gens qui ont la banane. Voilà, j'avais envie de voir des gens qui ont la banane. Peut-être parce que chez moi, il n'y avait pas tant la banane que ça. En tout cas, j'ai eu envie de voir des gens qui avaient la banane tout autour du monde. Et c'est ça ma vision. C'est que j'ai pu connecter pendant cette formation, c'est contribuer, quelle que soit la façon, quelle que soit la méthode, quels que soient les moyens, quel que soit l'endroit où je suis, quel que soit le métier que j'exerce pour ça. Encore une fois, le métier est au service de ça, pour moi.
contribuer à créer des sourires sur cette terre. Et ma vision, c'est une planète où il y a 7 milliards d'êtres humains qui ont la banane. C'est une vision, c'est pas une mission. Hein. Je me suis pas donné ça comme mission avant de mourir, d'avoir vu 7 milliards d'êtres humains sourire sur la terre. C'est irréaliste. Mais c'est une vision, c'est ce vers quoi je vais. Et après, il y a la question, ok, où est-ce que je me sens bien pour le faire? Est-ce que pour moi, c'est au travers des chiffres et de la comptabilité que je sens que je peux contribuer à ça? Est-ce que pour moi, c'est en étant boulanger, en donnant un pain qui nourrit l'âme et pas juste le corps? Est-ce que c'est par mes pratiques médicales parce que j'ai une formation de médecin? Est-ce que c'est... Voilà. Et pour moi, avant, c'était au travers du design industriel, quand j'étais adolescent, que je voulais faire ça. Et j'ai vu que dans ce métier-là, ça allait pas le faire. En tout cas, pas comme ça et pas avant de gros changements. Et peut-être un jour, j'y toucherai avec la force et la maturité de l'âge que j'aurai. Mais ce qui m'est venu quand j'ai fait ce parcours de 3 ans, c'est que avec le wadaiko, le tambour japonais tel que je l'ai appris. Donc quand je dis tel que je l'ai appris, c'est tel que ma prof l'a amené et tel que je l'ai pris. D'accord? C'est cette combinaison de deux choses. C'est pas juste tel que ma professeure l'a amené et c'est pas juste tel que je voulais le prendre ou l'ai pris. Voilà. Parce qu'un autre élève à côté de moi a pu prendre des choses totalement différentes du même enseignement. Encore une fois, on a reçu, moi et plein d'autres personnes, un enseignement de cette personne. Et comme devant un film, la même scène, il y a des gens qui vont pleurer, il y a des gens qui vont rire. Eh bien, devant cette même approche pédagogique de ma professeure, il y en a qui vont prendre la surface, d'autres la profondeur, d'autres un détail, d'autres un mouvement. Voilà, chacun prend ce qu'il a envie de prendre et ce qu'il a besoin de prendre. En tout cas, c'était comme ça que ça se passait dans ces cours. Et moi, ce que je voyais de la pratique de taiko qu'elle amenait, c'était un taiko qui avait cette puissance de créer la verticalité, ce potentiel de puissance de créer la verticalité. Parce que ça ne veut pas dire que ça se concrétise à chaque fois, ou même que ça se concrétise. Mais en tout cas, je voyais ça dedans. Une verticalité, un alignement, une puissance, une capacité à être à 100% dans son être, dans son vécu et dans son énergie. Et de quoi est-ce qu'on a besoin pour avoir la banane? Eh ben, on a besoin de se sentir bien. Pas en proie au doute, pas en proie à l'hésitation, pas en proie à la comparaison, je suis moins bien que l'autre, je suis mieux que l'autre, on s'en fout. Parce que je suis mieux que l'autre, c'est une revanche. C'est pas je me sens bien, je suis en train juste de gagner quelque chose que j'ai perdu dans le passé. Bon. De quoi on a besoin pour avoir la banane? Une grosse banane bien en profondeur, de sourire quoi. Ici la banane, hein. Au cœur, vraiment au cœur de la poitrine, dans le corps. Eh ben on a besoin de se sentir bien dans sa vie. De se sentir connecté, de se sentir utile, de se sentir inclus, de se sentir tout ça quoi. Et j'ai senti que le taiko pouvait amener ça. J'ai pas dit que le taiko amenait ça, mais qu'il pouvait le faire. En tout cas que c'était un moyen qui pouvait permettre ça. Je ne suis pas médecin, mais peut-être si j'avais été médecin, j'aurais dit peut-être par telle et telle pratique médicale, hein, je peux amener ce vécu-là. Et je ne suis pas enseignant dans l'éducation scolaire, mais peut-être si j'avais été enseignant dans l'éducation scolaire, j'aurais pu me dire peut-être avec tel moyen et par la pédagogie, il y a moyen d'amener ça. Alors je suis enseignant auprès d'adultes et d'enfants pour le wadaiko et je pense que oui, avec la pédagogie, on peut amener ce genre de choses, ce genre de vécu. Et si c'est pas avec le wadaiko, c'est avec la flûte ou c'est avec des trombones ou c'est avec un stylo et du papier. Il n'y a pas de matière qui empêche, il y a des matières qui favorisent. Voilà, et la matière c'est le stylo ou c'est le tambour ou c'est les rollerblades. Voilà, peu importe. Donc voilà, pendant ces 3 ans de formation, j'ai pu connecter à ça. J'ai pu faire le lien entre le wadaiko que j'apprenais avec cette professeure. Et pendant ces 3 ans, j'ai fait de plus en plus de concerts, j'ai pris de plus en plus de responsabilités dans l'association, etc.
En fait, il y a eu une association qu'on a créée en 2009, début 2009, dont je suis cofondateur avec d'autres, bien sûr. On n'était pas que deux. Et puis, voilà, donc je suis devenu aguerri, on va dire, d'une certaine façon, qui n'est pas absolue évidemment, avec ma professeure de taïko. Et en parallèle avec cette formation à leadership éthique, j'ai senti que je pouvais permettre à cette pratique, je pouvais permettre aux êtres humains, via cette pratique, d'accéder à cette sorte d'épanouissement dont je parle, où on se sent bien dans sa verticalité, dans sa liberté, dans son autonomie, bien dans son corps, pas un corps tendu, malade, où ça tire de partout, un corps libéré, un corps qui est vivant, qui respire et qui se sent bien, et qui donne des ailes. Voilà. Donc ça, c'est 2008. Alors le master, cette formation de 3 ans, s'est terminée tout début 2011. Donc j'ai pris un peu d'avance, mais pour l'instant, voilà, c'est ce qui s'est dessiné en 2008. Voilà. 31 minutes, c'est pas mal pour un 3e épisode. À peu près la même durée que le 2e, c'est très bien. Là, je me cale sur une durée. Je sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, pour moi, c'est la bonne. Pour YouTube, j'en sais rien. Normalement, le son est pas trop mauvais avec l'iPhone. J'ai essayé avec un micro externe, c'était moins bon. Ça prenait plus les sons extérieurs. Or, je suis dans un parc et je trouve ça chouette de faire ça dans un parc plutôt que dans un bureau. Parce qu'un parc, c'est la vie, c'est les arbres, et que moi, ça me fait du bien aussi d'être assis dans un parc à Tokyo où on passe notre temps dans des lieux climatisés et fermés. On n'a pas les fenêtres ouvertes, parce que soit il y a des moustiques, soit il y a la clim. Et voilà, donc voilà, vous aurez compris, je suis pas un grand fan de Tokyo, je préfère la campagne japonaise où il y a toujours un peu de vent, où on peut être dehors sans s'enfermer, voilà. Écoutez, j'espère que déjà sur ce 3e épisode, il y a, je pense, des choses qui sont sorties en termes de leçons, en termes d'apprentissage, en termes de choses sur lesquelles vous pouvez réfléchir. Je serais heureux de lire vos commentaires sur ce que ça vous a amené éventuellement, ou ou l'étincelle que ça allume, ou ce que ça vous fait réfléchir, ou ce à quoi ça vous fait penser. Voilà. Voilà, je pense pas que, j'imagine mal qu'il y ait des commentaires désobligeants, parce que je parle de moi et de ma vie, donc je vois pas en quoi ça peut désobliger qui que ce soit. Mais le cas échéant, c'est comme ça. Ça va pas changer ma vie, et ça va pas changer le passé de ma vie surtout, puisque là je parle du passé de ma vie. Et ma vision de ce passé. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour un 4e épisode.